Nous commençons la deuxième séance, grammaire modale des chants ecclésiastiques, avec le président de la séance, M. Frédéric Billet. M. Frédéric Billet est professeur, vice-doyen vie étudiante et de campus, faculté des lettres, Sorbonne Université, institut de recherche en musicologie et coordinateur du programme Musiconie. M. Billet. Donc, rebonjour, je suis content de voir les visages parce que tout à l'heure, malheureusement, vous m'entendez? Oui, parce que tout à l'heure, malheureusement, j'ai été privé de vidéo et je remercie tous les services techniques de l'Université Antonine qui ont beaucoup travaillé pour que je puisse entendre la conférence de Nicolas Méus et de pouvoir vous redire maintenant toute notre amitié de Sorbonne Université et comment je suis très heureux d'avoir pu préparer ce colloque avec Nida Aboumrad, qui est un très grand ami, et avec Dinko Fabrice, que j'ai eu aussi plaisir à rencontrer et à connaître. Je dois vous dire aussi que c'est très frustrant pour moi, peut-être aussi pour mes collègues comme Nicolas, de ne pas aller directement vous rejoindre au Liban parce que nous avons toujours eu des séjours là-bas assez extraordinaires et que c'est toujours avec un grand plaisir qu'on peut rencontrer les collègues, mais je pense que c'est très courageux et c'est très bien d'avoir quand même maintenu cette rencontre internationale avec ces conditions techniques qui ne sont pas très faciles, mais en tout cas qui permettent de continuer et de faire avancer les choses. Alors donc, le thème que vous allez entendre maintenant, il vient aussi d'une rencontre avec Nida Aboumrad lors des séminaires en Sorbonne, où je lui avais demandé si on pouvait un peu adapter toutes ces théories en grammaire générative sur les répertoires médiévaux, puisque je suis professeur en musique médiévale, et on avait beaucoup discuté sur cette question, et je vois maintenant donc arriver cette thématique de manière claire et précise dans cette première séance, et notamment c'est le professeur Nida Aboumrad qui va commencer à partir notamment de l'Alléluia Ave Maria que nous avons entendu tout à l'heure. Donc merci à Nida Aboumrad qui est donc, je le rappelle, professeur en musicologie, docteur en médecine, vice-recteur aux affaires académiques à la recherche et doyen de la faculté de musique et musicologie, directeur du centre de recherche sur les traditions musicales à l'Université Antonine et rédacteur en chef de la revue Traditions musicales, que nous avons d'ailleurs l'honneur d'avoir comme collection dans notre bibliothèque universitaire et qui mérite une très grande diffusion. À vous, cher docteur Nida Aboumrad. Voilà, merci beaucoup, professeur Frédéric Billet, très cher ami de cette introduction, et heureux de vous voir à présent parmi nous à l'écran, tout au moins à l'écran. Bien sûr, nous regrettons de ne pas être ensemble comme nous le faisions précédemment, donc avec cette convivialité. Mais bon, voilà, la situation sanitaire mondiale nous impose ces contraintes. Je pense que vous voyez ma présentation. Oui. Oui. Très bien. Alors, donc, je propose, comme vous l'avez dit, une réécriture grammaticale générative du répond de l'Alléluia Ave Maria romano-franc à partir de sa notation sangalienne. En fait, cette théorie sémiotique modale dont nous parlons elle propose une description formelle de l'élaboration musicale traditionnelle des monodies modales sous la forme d'une grammaire générative transformationnelle musicale qui articule un composant syntaxique central avec un composant phonologique et un composant sémiotique ou sémiosique. En tant que théorie, elle se nourrit des grammaires génératives verbales chomskiennes, de la théorie arabe de l'arborescence modale, de l'analyse schenkerienne, de la théorie générative des cordes mères et de l'évolution modale donc de Don Jean Clair, et de la théorie des vecteurs harmoniques de Nicolas Méus que nous avons entendu tout à l'heure. Et donc, en tant que méthode modélisatrice, cette sémiotique modale établit un nombre restreint de règles de réécriture et de transformation de la monodie à partir de la catégorisation sous-jacente des données phonologiques mélodiques du mot, qu'elle conjugue au modèle morphologique, rythmique, stylistique et formel
pour décrire d'une part la finalisation de la surface monodique et d'autre part les procès endosémiotiques et exosémiotiques de l'élaboration des significations d'ordre musical. Je pense que nous parlerons de ces procès endosémiotiques et exosémiotiques, notamment quand nous allons reparler dans ce colloque de cognition, de perception cognitive, et comme le professeur Meus l'a très bien souligné tout à l'heure, cette importance de pouvoir vérifier si ces structures sémiotiques que révèle ou que met en exergue l'analyse, si ces structures sont perceptibles en état. Cette communication applique cette modélisation au répond de l'Alléluia Ave Maria du corpus liturgique romano-franc ou donc du plein chant grégorien. Et l'Alléluia, qui est un chant responsorial dans cette tradition, a en effet pour répondre une composition musicale sur le mot Alléluia, qui s'achève par un long mélisme sur la voyelle finale A, qui est dénommée Jubelus. Donc là, nous le voyons sur la diapo. Ce mélisme jubilatoire se rapproche de la notion à la fois philologique et théologique des pectases, développée par des pères de l'Église comme Saint Jean de Nice, et s'apparente au chant mystérique des voyelles dans la tradition copte. Il est étudié ici à partir de l'édition critique qu'en a réalisée donc Eugène Cardine sous la référence E357 dans le graduel triplex, le gradual et triplex, où sont reproduites à la fois la notation carrée supportée à 4 lignes et la notation pneumatique cursive du 9e siècle en rouge, là que nous voyons sous la portée, c'est celle de l'abbaye de Saint-Gall au 9e siècle qui est rajoutée ici. Nous allons réécouter le début de cette Alléluia dans l'interprétation donc de Raf Khares. Nous n'arrivons pas. Voilà. Ensuite le verset. Ave Maria, gratia plena. Donc, nous allons continuer. Donc, l'étude grammaticale musicale d'une monodie comporte d'abord une réécriture de composants morphophonologiques, rythmico-mélodiques de cette mélodie qui comporte dans cette sémiotique modale 8 étapes. La première, c'est la détermination de l'échelle. Deuxièmement, détermination des noyaux, nous allons en parler. Troisièmement, détermination de la structuration métrique. Quatrièmement, délimitation des notes focales des unités micrométriques, réduction des focales des unités micrométriques. 6, détermination de la structuration morphologique rythmique. 7, réduction des notes focales des unités morphologiques. Et bien sûr, 8, la réécriture algébrique linéaire de cette réécriture en fait morphologique, rythmico-mélodique transformationnelle. Donc, cette étude également comporte ensuite une réécriture de son composant syntaxique modal à base des processus suivants. Donc, il y a un transcodage nucléaire vectoriel. Nous allons voir tout cela sur le cas pratique donc, de cet Alléluia. Avec une parenthétisation et fléchage, une réécriture syntaxique transformationnelle, tout cela en employant un peu le jargon chomskien. Voici le résultat auquel on doit aboutir en principe pour un tel répond. Donc nous allons étudier en détail ces quelques éléments. Donc nous voyons ici sur la portée à 4 lignes donc la notation carrée. Au-dessous nous avons les neumes et donc avec le texte, avec les syllabes et le mélisme. Au-dessous, il y a une délimitation que j'ai apportée qui concerne la structuration micrométrique. Au-dessus, nous avons la réduction nucléaire de ces unités métriques, des notes focales des unités métriques. Par-dessus, la réduction considérée comme étant morphophonologique. Puis ensuite, tout cela, tout ce qu'on voit au-dessus, ce sont c'est le déploiement compositionnel, le déploiement grammatical génératif, ici dans le composant syntaxique. Nous allons voir, donc, avoir quelques idées de comment on le fait. De toute façon, ce sera dans l'article.
Donc, la réécriture du composant morphophonologique rythmico-mélodique de ce répond est réalisée comme suit. Donc, nous allons commencer par la détermination de l'échelle. Et donc, je rebondis sur les paroles de Nicolas Meus tout à l'heure. Et donc, la première étape ici, consiste à déterminer l'échelle mélodique descriptive du mode M, ici, qui est en fait le deutérus plagal, ou deuxième mode également, soit SM de la monodie. Donc, nous déterminons l'alphabet modal en employant cette terminologie, donc aux phonèmes modaux. Et cette échelle, c'est celle du sorépon. Elle se compose des degrés ici C, D, E, F et G, ou bien Do, Ré, Mi, Fa et Sol, auquel se rajoute le degré La dans le grave, sachant que c'est au degré D qui est affecté le rang 1, donc de finale. La détermination des intervalles mélodiques entre ces degrés n'est pas obligatoire pour l'élaboration de la réécriture morphophonologique rythmico-mélodique, comme l'a souligné Nicolas Meus. Cependant, deux choix peuvent être faits à cet égard. Donc, soit on considère que c'est un système diatonique comme les théoriciens ultérieurs, donc du deuxième millénaire en Occident, l'ont laissé entendre, l'ont posé, ou bien on pourrait considérer qu'il s'agit d'un système mixte zalzalien et diatonique, comme c'est le cas dans toutes les traditions musicales ecclésiastiques ou liturgiques de la Méditerranée, qu'elles soient roum. En général, on l'appelle néo-byzantine, mais bon, que ce soit les traditions syriaques, maronites ou syriaques orthodoxes, coptes, etc., toutes ces traditions ont en commun l'emploi d'une échelle zalzalienne, c'est-à-dire avec l'agencement de seconde moyenne et de seconde majeure. Donc, il est tout à fait probable qu'il y avait une pratique dans les traditions ecclésiastiques de langue latine au premier millénaire qui devait être très proche de celle des autres traditions musicales ecclésiastiques, ce qui justifierait l'emploi dans l'interprétation que nous avons entendue donc, par Rafqa Rezek. J'ai donné mes indications à cette étudiante chanteuse chez nous pour le chanter avec une échelle zalzalienne, mais tout en suivant scrupuleusement les indications pneumatiques. Voilà, donc ce serait un pentacorde matriciel zalzalien avec Do, Ré, Mi de Mi bémol, Fa et Sol, ou donc, je précise, E, c'est Mi de Mi bémol, que nous pouvons prendre comme choix pour l'interprétation de ce chant. Ensuite, la deuxième étape, c'est la détermination des noyaux. Donc, il y a deux noyaux dans cette théorie sémiotique modale. Un noyau principal alpha M qui comprend la finale modale et les degrés de rang impair. Ensuite, le noyau modal secondaire qui comprend les degrés de rang pair. Donc, il y a une ségrégation de toutes les hauteurs, tous les degrés de cette échelle en deux sous-ensembles. Quels sont pourquoi ce choix de chaînes de tierces? En fait, les rangs impairs, ce sont des tierces et le rang pair, ce sont d'autres tierces. Donc, des tierces principales et des tierces secondaires. L'argumentation est plurielle. Il y a d'abord l'argumentation neurophysiologique, donc avec le phénomène de la préamplification des sons qui entrent dans l'oreille moyenne, et notamment là, nous voyons l'organe de Corti avec le travail des cellules ciliées externes. Et donc, cette préamplification, il a été démontré qu'elle se faisait pour des intervalles de tierces, elle est maximisée ou optimisée pour ces intervalles de tierces et surtout des tierces moyennes. Donc voilà, c'est un argument. L'autre argument, c'est celui de la théorie des phtors dans la musique, donc la musique ecclésiastique orthodoxe roum ou néo-byzantine, la théorie des tierces concurrentes chez Kurt Sachs et également l'analyse que propose Joseph Smith van Weisberg, donc pour l'analyse du corpus médiéval européen monotique. Troisième étape, donc la structuration micrométrique des syllabes. Donc ça ouvre la voie à la détermination des unités métriques minimales ou unités micrométriques ou pulsations hétérochrones, selon le lexique de Jacques Bouet, donc pour la monodie. Cette segmentation se faisant généralement sur la base de soit des syllabes du texte chanté,
en style de mélodiation syllabique ou pneumatique, soit sur la base des formules mélodiques pneumatiques minimales constituant le mélisme. Donc le mélisme est constitué de plusieurs neumes qui se suivent, en style donc de mélodiation mélismatique, ou quand il s'agit d'une musique instrumentale, il y a une sorte de syllabation que l'on doit pratiquer pour pouvoir analyser cette structuration micrométrique. Pour ce chant, voilà, j'ai suivi les indications des neumes, donc strictement, donc nous avons ici une syllabe al qui est identifiée à ce premier nom, qui est un podatus, et les qui comporte donc un autre nom, une virga, etc. Et ensuite, dès qu'il y a un mélisme, nous suivons les neumes composant ce mélisme, comme si c'était des syllabes dans la syllabe. Et nous, pareil pour le IA, le jubelus qui est là, donc nous suivons toutes ces syllabes dans les syllabes que sont les neumes. Ensuite, il y a la détermination des focales. La détermination des notes focales est très importante. Ce sont les notes focales ou saillantes. En général, ce sont les premières notes d'une formule contenues dans une unité micrométrique. Et ici, nous adoptons cette règle générale. Donc, ça va être l'initiale de chaque nom. Sauf, hormis, donc un exemple, nous allons voir, donc ce pressus, il y a deux pressus ici. Un qui fait Ré, Do, un appui de Ré sur, mais qui s'achève sur un Do, et ici un Mi qui se termine sur un Ré. Dans ces deux pressus, nous prenons en considération non pas la première note qui est ornementale, mais la deuxième note qui est terminale. Ensuite, donc, la réduction nucléaire des unités micrométriques, elle se fait donc comme suit. Nous avons ici, on considère ici que nous avons comme note le Do, précédé par un alpha qui serait donc la note du I-son, ou disons fondamentale. Donc je rappelle que ces deux noyaux sont Do, Mi, Sol pour le noyau bêta et Ré, Fa pour le noyau alpha. Donc vous voyez ici, Ré c'est réduit en alpha, ici ce Fa est réduit en alpha, ce Fa est réduit en alpha, etc. Ici ce Mi est bêta, ce Do c'est bêta, et voilà jusqu'au pressus ici qui appuie du Ré sur le Do, et donc ça vous donne un bêta. Et pour la fin, donc nous avons ici une évolution de alpha, bêta jusqu'à cet alpha final. Toutes les notes intermédiaires sont considérées comme des ornementales ou prolongationnelles. La structuration morphologique, donc c'est l'étape suivante. Il s'agit de la caractérisation rythmique morphologique de la monodie, ouvrant la voie à la détermination des unités morphologiques minimales. Donc en double articulation. Donc ici nous sommes dans la deuxième articulation, mais nous passons des unités minimales distinctives vers les unités minimales significatives qui sont les morphèmes. Mais ici, le problème, ça se passe très bien dans d'autres exemples musicaux, mais ici, il y a un problème dont je propose la solution, c'est que bon, les neumes sont à la fois des unités minimales distinctives, mais dans lesquelles il y a plusieurs notes. Et voilà, j'ai résolu le problème en considérant que nous avons ici une note principale, donc une note focale, suivie de notes qui sont soit ornementales, soit de type prolongationnel. Et donc, on va conserver ces unités comme étant pratiquement des unités morphologiques dans lesquelles il y a ces notes qui bougent, qui seraient distinctives. La cinquième étape donc, consiste dans la réduction nucléaire des notes focales des unités micrométriques, consiste donc non pas unité micrométrique, mais morphologique. Et voilà. Voilà la réduction qui se fait. Donc le temps passe, je vais aller bien plus vite maintenant. Qu'est-ce que nous passons ensuite à l'étape très importante, qui est celle de la réécriture matricielle ou algébrique linéaire. Cette réécriture matricielle doit donner lieu à un produit, donc un produit matriciel où il y a une matrice ligne qui est mélodique et une matrice colonne qui est d'ordre rythmique. Elle est d'abord, comme vous le voyez ici, elle est
on a les hauteurs, donc les hauteurs des notes. Nous avons des notes qui sont décomposées en hauteur et en valeur temporelle, comme nous voyons ici. Donc, voilà, c'est une réécriture des notes et non pas des hauteurs. Donc, les notes se décomposant en hauteur et durée. Ensuite, réduction de ces notes ou des hauteurs de ces notes en alpha-bêta, que nous voyons également par un produit matriciel entre une matrice ligne des indicateurs nucléaires sous-jacents multipliant la colonne rythmique. Ça nous donne, je ne vais pas entrer dans les détails de toutes ces opérations, mais, pardon, un problème dans ce PowerPoint qui me fait défaut. Bon. Vous voyez, désolé, il y a un problème ici. Bon, je passe rapidement vers le transcodage. Tout cela sera dans le document écrit qui sera publié. Et voilà, nous passons vers le composant syntaxique. Et là, ça passe d'abord par un transcodage nucléaire vectoriel. Donc, quand nous avons des indicateurs nucléaires alpha auxquels succède un indicateur alpha, nous avons une prolongation, un vecteur prolongationnel qui est P. Alpha, alpha, c'est P. Quand nous avons deux bêta, donc nous sommes dans une suspension, c'est S. Et quand nous avons un passage de alpha vers bêta, nous avons un questionnement Q. Et quand nous avons un retour de bêta vers alpha, nous aurons une réponse R. Donc, cette syntaxe va être construite à partir de ces vecteurs, qui sont des vecteurs sémiophoniques et qui épousent des modalités sémantiques. Donc, dans cette syntaxe est inscrite une landosémiotique qui est très proche de ce à quoi faisait allusion donc, Nicolas Meilhus dans la théorie de Leonhard Meyer, entre les tensions et les détentes. Nous avons dans la syntaxe même de quoi faire provoquer, donc induire des tensions et des détentes. Voilà le transcodage qui se fait à partir des noyaux. Puis ensuite, voilà, nous pouvons voir également cette syntaxe s'appuie sur un système de parenthétisation avec des accolades, des crochets, etc., des fléchages. Et voilà à quoi nous pouvons aboutir dans cette réécriture syntaxique de l'ensemble de ce répond. Et voilà, donc j'explique un peu rapidement. Nous avons un déploiement au départ comme une sorte de scission primordiale, comme l'oursatz de Heinrich Schenker. Donc voilà, on a un vecteur prolongationnel primordial, P, qui donne lieu à une question et à une réponse. Et voilà, d'étape en étape, au fil des flèches, nous avons des déploiements, nous avons des bourgeonnements par récursivité, par prolongation, divers procédés qui sont là, qui vont aboutir finalement à ce plan qui est là, le plan moyen. Ça, c'est le plan le plus profond, l'arrière-plan. Un plan moyen qui est morphosyntaxique, où on passe des vecteurs vers les indicateurs nucléaires, et enfin, des indicateurs nucléaires, nous passons à l'avant-plan vers les notes réelles qui sont chantées. Voilà donc ce rapide exposé qui présente la sémiotique modale à partir d'un exemple très particulier qui est celui d'un chant grégorien. Et je suis à la disposition de tous pour pouvoir affiner toutes ces questions, tous ces procédés. Mais en tout cas, dans les autres séances, dans cette séance et les prochaines séances, la prochaine séance, il y aura également d'autres présentations d'analyse de ce type-là appliquées à d'autres répertoires. Donc, il faudrait dire que pour finir, je pourrais dire que nous avons employé ici un terme, donc deux termes qui sont
qui font allusion à la sémiotique ou à la sémio. Il y a la sémiologie grégorienne de Don Eugène Kerguin qui en fait explicite la paléographie de ces notations pneumatiques médiévales. Et c'est sur la base de cette sémiographie ou de cette sémiologie notationnelle que cette sémiotique modale a pu prendre appui pour pouvoir proposer donc cette réécriture à la fois morphophonologique, rythmico-mélodique, et puis ensuite cette réécriture syntaxique, et qui donne finalement dans un composant sémiosique avec ses vecteurs questionnants et ses vecteurs responsifs. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je reste à la disposition pour s'il y a des questions. Donc merci beaucoup Nida Aboumrad. Je suis moi-même très heureux de l'application de ces formules et de cette analyse sur une mélodie connue et intéressante et que nous avons entendue. Et je vais laisser la parole aux auditeurs, bien sûr, et aux auditrices pour les questions qui pourraient être posées. Alors, je regarde dans la conversation. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Est-ce que Nicolas veut réagir? Je ne sais pas s'il peut parler. Est-ce que c'est moi qui donne la parole? Comment ça se passe? Non? Ah voilà. Bon, je pense qu'il faut forcer les choses et prendre la parole. Vous pouvez pas prendre la parole. Un instant, juste un instant. Bon. Si, c'est bon. Non, mais Anas, qu'est-ce que Anas nous écrit, non? Est-ce Oui. que vous voyez, Oui. vous voyez les messages d'Anas? Oui. Alors, moi, je vois bien la question, je ne sais pas si vous la voyez. Donc, je me pose la question de la tension détente de Leonhard Meyer. Je n'ai pas bien compris comment on la voit dans cette modélisation. Et effectivement, je pense que la modélisation que nous propose Nida ne rend pas compte ou pas vraiment de la tension qui existe entre les notes focales ou les notes du noyau alpha et les notes du noyau bêta. Je pense que c'est un problème de perception cognitive. Je suppose que, et même sur le plan d'une éventuelle musicothérapie, je suppose que cette tension n'est pas sans intérêt. La présentation de Nida est essentiellement descriptive. Elle montre l'existence de ces deux points, mais sans doute Leonhard Meyer aurait insisté sur des questions de tension-détente qui sont peut-être dans les vecteurs questions-réponses, mais je ne les vois pas très bien dans la mélodie. Il me semble que cette mélodie-ci comporte peu de questions, pose peu de questions. Donc, oui, je vais répondre. Vous voyez ici dans le transcodage, nous avons donc Q, R, P, etc. Là, par exemple, quand nous avons cet appui sur Mi, ici, hein, et précédemment en Sol vers le Mi, donc le passage du Ré vers le Sol puis Mi, tout ça c'est exprimé par une question et par une suspension, et c'est tout à fait une tension qui est là, qui est résolue un tout petit peu provisoirement par un vecteur R, mais ensuite de nouveau nous avons cette tension avec cette descente avec le plessus sur le Do. Donc c'est tout à fait, ces questionnements et ces suspensions expriment tout à fait la question de tension, et par contre quand nous avons une réponse R, ça exprime donc cette détente. Et la prolongation P également. Par exemple, ici à la fin, nous avons cette détente. Donc nous avons une tension qui se fait avec Sol et Mi, et c'est exprimé par les vecteurs, puis ensuite cette résolution cadentielle, cette clausule finale qui est exprimée par R. Pareil pour la première partie, donc elle est moins mélismatique, mais nous avons la même chose. Par exemple, ici, cette insistance sur le Mi et le Do, et qui donc exprimé par bêta bêta, et nous avons S, suspension. Le maximum de tension, ça vient avec le vecteur S, et bien sûr préparé par le vecteur Q. Et le maximum de détente, c'est par le vecteur P, mais précédé par un vecteur R de réponse. Voilà. Et je vais maintenant vous présenter
notre cher collègue, le père Toufik Matouk de l'université Antonine, qui lui va plutôt nous faire une présentation sur les hymnes syro-maronites des offices maronites avec 2 interprétations. Et je dois dire que le père Matouk, qui est professeur assistant au département de musique de l'université Antonine, à la faculté de musique, si je ne me trompe pas, et surtout aussi un grand chef de chœur et chef d'orchestre. Et je dois dire qu'on a eu une très grande émotion en le voyant diriger le Lacrimosa du Requiem de Mozart dans les jardins du Palais sur Soc. Était juste à côté du port de Beyrouth et juste après cette explosion qui a fait tant de victimes. C'était très émouvant de voir les étudiants de plusieurs universités dirigés par le père Matouk dans ces circonstances et de montrer comment la musique, le chant, etc. peut être aussi un moment très très important d'hommage aux victimes et d'essayer de réconforter les communautés. Donc ça, je tiens à le dire et je pense que c'est peut-être encore en ligne, en tout cas ceux qui veulent voir cet hommage des Libanais au Palais sur Soc de Beyrouth. Alors maintenant, on va donc lui passer la parole, si je l'ai bien présenté, j'espère. On va lui donner la parole pour nous parler de cette grammaire modale. J'allais dire un peu dans les enseignements, dans la ligne des enseignements du professeur Nida Aboumrad, mais appliquée aux hymnes syro-maronites. À vous la parole. Merci professeur Billet, merci pour votre introduction. Et je suis content de participer encore cette année dans le congrès que la faculté de musique et musicologie à l'université Antonine organise avec nos partenaires. Je suis content de voir tous nos partenaires internationaux présents. Donc, je disais que ma communication porterait sur une analyse grammaticale modale de 2 hymnes syriaques de l'Office maronite comportant une comparaison entre 2 variantes interprétatives de cette tradition. Donc, le corpus, pour commencer, pour introduire un peu, le corpus de hymnes syriaques de l'Office maronite appartient à une tradition musicale ecclésiastique fort ancienne, se tenant dans le lignage du legs hymnique de langue syriaque institué par saint Éphrem de Nizi. Cette tradition revêt les principales caractéristiques communes des traditions musicales du Mashriq, c'est-à-dire qu'elle est monodique modale, dotée d'échelles à seconde moyenne et à seconde majeure, mettant en avant la question du logos et dont la transmission est toujours orale. Quant à la constitution du corpus hymnique, elle repose sur la notion du rishkolo, ou strophe de tête ou strophe modèle. L'énoncé musical de cette strophe étant répété sur toutes les strophes d'une hymne et servant de mélodie type pour les énoncés musicaux de plusieurs autres hymnes. Cette communication s'intéresse à 2 variantes interprétatives traditionnelles de référence de ce corpus, qui ont été enregistrés par 2 grands chantres appartenant à l'ordre antonin maronite, le père Maroun Mrad, 1913-2009, qui a reçu cette tradition du père Antonin Paul Ashar, 1881-1962, et qui a été enregistré en 1972 par le père Ivar Schmutzschwaller, un Allemand, et Monseigneur Simon Atallah, né en 1937, qui a reçu cette tradition de l'abbé Maroun Hbaïa et d'autres moines du lutrin de la maison mère Antonine Abroumana et que j'ai enregistré en 2020. La transcription du corpus Maroun Mrad MM a été réalisée conjointement par Nida Aboumrad, par Youssef Jdid, Fadi Khalil et moi-même dans les années 2014-2015, même avant, à partir des enregistrements de Schwaller-Schmutz en 1972, tandis que j'ai récemment transcrit le corpus SA de Simon Atallah à partir des enregistrements que j'en ai réalisés cette année. La présente communication étudie un spécimen de 2 mélodies types hymniques en comparant synopiquement les 2 variantes interprétatives précitées. Il s'agit de sonder les processus grammaticaux musicaux qui président à la composition
de ces mélodies types. Pour ce faire, elle a recours, comme le disait maintenant professeur Nida, à la théorie sémiotique modale élaborée par lui-même, par Nida Aboumrad, dans le sillage des grammaires chomskiennes, de la théorie arabe de l'arborescence modale, de l'analyse schenkerienne et de la théorie des vecteurs harmoniques de Nicolas Meus. Les mélodies types sont donc soumises à une double réécriture grammaticale générative, transformationnelle, musicale, celle du composant morphophonologique, rythmico-mélodique et celle du composant syntaxique modal en vue de mettre en exergue un nombre restreint de règles grammaticales musicales permettant de décrire le processus compositionnel de ces deux hymnes. L'analyse des variantes Maroun Mrad a été conjointement réalisée par Nida Aboumrad en 2016 et moi-même, tandis que j'ai moi-même procédé à l'analyse des variantes Sim'an Atallah, Simon Atallah SA. La principale problématique soulevée par l'observation de ce corpus consiste à vouloir comprendre ce qui sous-tend l'élaboration compositionnelle de ces mélodies types en fonction de deux grandes composantes de l'énonciation musicale que sont la composante temporelle rythmique et la composante mélodique. Il est vrai que la tradition étudiée s'appuie sur la notion du rishkolo ou strophe de tête ou strophe modèle, comme je viens de le dire, qui est généralement appréhendée en tant que modèle génératif pour les énoncés musicaux de plusieurs hymnes. Cela peut se comprendre sans problème lorsqu'il s'agit d'hymnes dotés de la même structure métrique et de la même forme poétique, donc de structures rythmiques identiques au sein de cet ensemble d'hymnes isométriques. Il est ainsi possible d'appliquer la composition musicale de la strophe tête d'une hymne aux strophes de tête d'autres hymnes et transitivement à toutes les strophes des autres hymnes homothétiques. Plus épineuse est en revanche la question de la possibilité qu'un même rishkolo serve de modèle génératif pour des hymnes de structure métrique différente, autrement dit anisométrique ou hétérométrique. Donc assujetti à des procédés d'élaboration compositionnelle musicale qui sont différents au niveau morphologique. Ce questionnement incite l'analyse à passer de la surface des énoncés musicaux, des strophes modèles aux structures sous-jacentes de cette même énonciation musicale, comme on vient de le voir dans la présentation du professeur Nida Aboumrad sur le chant romano-franc. Si la rythmique des hymnes syro-maronites, par sa double inféodation à la métrique poétique et aux gestes rituels, liturgiques, régente la structure de surface ou l'avant-plan du phrasé musical, le déplacement de l'analyse vers l'arrière-plan est ainsi supposé permettre de faire abstraction de cette donnée rythmique variable d'un groupe d'hymnes isométriques à l'autre qui sont hétérométriques entre eux. En même temps, ce déplacement ouvre la voie à la mise en exergue de structures mélodiques profondes qui seraient communes à diverses strophes modèles de rythmiques différentes. De fait, ces structures sont supposées représenter les germes grammaticaux communs de l'élaboration de ces phrasés musicaux à la fois différents, mais relevant d'une même communauté compositionnelle modale. Ainsi, l'hypothèse centrale de cette recherche se réfère-t-elle à la différenciation qu'établissent les grammaires génératives entre niveau de surface et niveau profond et l'analyse schenkerienne entre les niveaux de déploiement compositionnel, arrière-plan, plan moyen et avant-plan. Donc, le professeur Nida, dans sa présentation, vient de présenter que chaque mode aussi est associé à une échelle. Je ne vais pas prendre du temps beaucoup pour expliquer ça, mais tout sera dans l'article bien développé. Mais la question, si on considère toutes les recherches sur la musique syro-maronite déjà faites, le choix de cette perspective grammaticale génératif modal s'avère plus pertinent pour l'étude de structures profondes des mélodies. À suivre cette logique, ce sont les structures syntaxiques sous-jacentes du phrasé musical qui sont supposées expliquer l'engendrement de l'énoncé musical de surface ou d'avant-plan.
Et comme on le connaît déjà, le professeur Nida a déjà expliqué la question de donner au degré alpha, au degré alpha, tous les degrés de rang impair et au bêta, tous les degrés de rang pair. C'est ce que précisément affirme la théorie de la sémiotique modale en tant que théorie grammaticale générative de la modalité qui propose d'abord une réécriture morpho-phonologique, rythmico-mélodique, base de deux réductions successives de toute monodie modale. De fait, nous avons des vecteurs, nous avons, comme professeur Nida vient de dire, nous avons le vecteur question qui répond au vecteur alpha bêta, le vecteur réponse qui répond au vecteur bêta alpha, le vecteur de prolongation primordiale. Si alpha est égal, le vecteur alpha est égal à alpha bêta plus au vecteur bêta plus alpha, donc de fait, la prolongation est égale à P est égal à Q plus R. Et voilà, il y a le vecteur suspensif qui est égal au vecteur bêta. La première réduction est phonologique, modale, et consiste à remplacer les notes focales saillantes des unités métriques minimales de la monodie par leurs traits distinctifs nucléaires, c'est-à-dire leur appartenance au noyau modal principal comprenant les degrés de rang impair, au noyau secondaire comprenant les degrés de rang pair. La deuxième réduction est morphophonologique et consiste à réduire les notes focales des unités morphologiques, le morphème rythmique concaténé tout au plus deux unités métriques successives. La réécriture transformationnelle prend alors la forme algébrique linéaire d'un produit matriciel où la matrice ligne comporte les informations mélodiques et la matrice colonne comporte les informations rythmiques. La sémiotique modale donc propose à partir de cette réécriture morphophonologique un transcodage comme on vient de l'expliquer. Maintenant, si on applique l'application de cette théorie dans la sémiotique modale, je l'ai faite sur deux mélodies de l'hymne du Vendredi Saint, qui est le Sogito cum Faulos de la tradition Maroun Mrad MM, et la même mélodie avec de la tradition de Simon Atalla. Et l'autre mélodie, c'est le Anoch Yeshua. On doit procéder pour l'analyse et la modélisation de ces mélodies. Donc, avant de procéder à l'analyse, on va entendre la mélodie cum Faulos de la tradition antonine de Maroun Mrad. C'est la mélodie ici. Pardon. Donc, ce que nous venons d'entendre, c'est la variante de cette mélodie dont Maroun Mrad chante dans la première strophe. Et dans la deuxième strophe, c'est toujours la mélodie qu'elle a été notée conjointement, comme j'ai dit, par Nida Aboumrad, Youssef Chdid, Fadi Khalil et moi en 2014. Donc, si on applique la première réduction de justosyllabique, on voit qu'on attribue à tous les degrés de rang impair alpha et pair bêta, on voit cette réduction. Si on arrive à la réduction métasyllabique ou disyllabique, qui prend en considération pas toutes les syllabes et les notes sur les syllabes, il y a cette réduction et en remontant, on commence à avoir les vecteurs A plus, le vecteur alpha alpha CP, alpha bêta CQ, bêta alpha CR et de suite. En remontant de l'avant-plan vers l'arrière-plan, la régression
analytique d'une monodie donne prise en sens inverse à une modélisation de déploiement compositionnel improvisatif. La reformulation grammaticale générative de cette monodie consiste à une réécriture qui tente de représenter le déploiement de la structure fondamentale vers la structure monodique. Plus précisément, cette modélisation grammaticale modale met en exergue premièrement des règles de réécriture dérivationnelle consistant en des transformations syntaxiques obligatoires. Aux structures sous-jacentes, des phrases issues de ce premier procès s'appliquent secondairement et optionnellement des règles de transformation facultative qui intéressent la modalité sémantique des unités modélisées d'une part et d'autre part la complexification par récursivité, comme on voit les récursivités droite et gauche, récursivité droite de ces structures. Ces transformations syntaxiques sont complétées par des transformations morphophonologiques qui engendrent des suites grammaticales modales terminales, autrement dit la surface mélodique, comme quand on arrive ici à l'arrière-plan. Donc, si on analyse la même mélodie qui est Sogito cum faulos de la tradition antonine de Simon Atalla, on va l'entendre. Donc la réécriture giusto sera la même écriture que l'hymne cum faulos de la tradition de Maroun Mrad, même avec les différentes variantes qui pourraient être entre les deux hymnes, entre les deux traditions. Mais ça n'affecte pas vraiment la réécriture. Et puis, ils pourront arriver à la même structure mélodique des deux hymnes, des deux traditions de Maroun Mrad et de Simon Atalla sur la même structure PQ plus R, PQR. Donc, la même méthode a été appliquée sur l'hymne Anouk Yeshua de la tradition du Vendredi Saint de Maroun Mrad. On va l'entendre. Donc, si on doit entendre la même mélodie de la tradition de Simon Atalla, l'analyse de l'hymne Anouk Yeshua de Maroun Mrad, de la tradition de Maroun Mrad, en remontant, on est dans cette situation pour arriver à un arrière-plan. Et même l'analyse de Simon Atalla que j'ai faite, il arrive à la même grammaire générative que l'hymne Anouk Yeshua de Maroun Mrad, au même résultat. Donc, cette approche qu'on a appliquée nous permet d'établir une relecture grammaticale générative modale des hymnes analysés. Cette relecture, à base de dérivation vectorielle, montre que les hymnes analysés
dans les deux variantes interprétatives traditionnelles, même avec l'existence d'une différence temporelle, d'une différence de lignage transmissible pour ces protagonistes, garde un noyau musical uni, indépendamment des variantes musicales et des variables externes, comme le temps, l'influence, la culture, la formation et tout ce qui pourra influencer. Les différences entre les variantes interprétatives ne touchent pas aux structures sous-jacentes et concernent essentiellement le niveau de surface, avec des variations de l'ordre de l'adaptation au texte chanté, de l'ornementation et de la diminution. Pour conclure, cette communication n'a pas eu la prétention d'affirmer qu'une grammaire générative modale permet d'expliquer l'élaboration compositionnelle de toutes les hymnes syro-maronites, de différentes traditions, et de les ramener à un même noyau, malgré la différence qui pourra exister entre elles. Un tel travail requiert que soit faite une analyse détaillée, exhaustive de toutes les hymnes des deux corpus qui préluderait à une telle synthèse normative. Ce que cette étude a permis de faire aura été néanmoins de démontrer qu'une telle voie méthodologique est vraiment opérationnelle en réalisant des analyses et des modélisations d'un échantillon représentatif au sein du corpus global. Merci pour votre écoute. Bien, merci beaucoup pour cette belle présentation et aussi ces enregistrements qui sont très précieux, je pense. Alors, moi, je vais bien sûr laisser la parole aux collègues qui sont plus compétents dans le domaine, mais je voulais juste ajouter une chose par rapport à cette conclusion et cette remarque très intéressante entre finalement la structure et les interprétations, puisque dans notre enseignement, on avait décidé de réemployer un terme ancien qui s'appelle discrépance. Les discrépances par rapport aux variantes, en fait, hein, des variantes qui finalement, ou variations qui en musique supposent quand même des éléments importants de modification, par rapport aux discrépances où finalement on reste très très fidèle à la structure et effectivement on entend des différences mais qui sont très très minimes. Et dans le vocabulaire, je pense que c'était assez intéressant de pouvoir avoir des termes un petit peu plus précis pour éviter d'employer les mêmes mots qui n'ont pas forcément les mêmes significations. Et votre communication, elle me fait vraiment penser à ce terme qui existe en anglais, qui est un terme ancien aussi en français. D'accord. Bon, je pense que les questions reviendront dans la table ronde parce qu'effectivement, les trois communications ont vraiment un lien. C'est une grande cohérence pour cette séance. Et chacun, avec l'approche de cette grammaire générative, cherche à l'appliquer, en tout cas l'éprouver dans des répertoires différents. Et là, ici, c'est avec des interprétations auditives, d'autres avec des partitions, des transcriptions. Et maintenant, on va écouter Mike, moi je l'appelle comme ça parce que c'est un doctorant que je partage avec Nida Aboumrad, si on peut dire comme ça. Mike Ourani, qui est aussi chargé de cours à l'Université Antonine et qui est en doctorat. Hein, il travaille beaucoup sur des répertoires musicaux orthodoxes et artistiques arabes. Et surtout, il a une très grande expérience de chantre puisqu'il est protopsalte de rite orthodoxe. Et il peut nous faire aussi part de sa grande expérience. Alors peut-être pas aujourd'hui, je ne sais pas, mais en tout cas, à chaque fois qu'on le rencontre, on a la chance d'avoir cette j'allais dire, expérience dans la performance de ces chants. Le mégaliner de Mitri Almour entre un l'aile musico-roum orthodoxe et artistique arabe, une enquête sémiotique modale. Voilà, c'est la photo de Mitri Almour, qui était le protopsalte du patriarcat d'Antioche. Cette communication étudie le mégaliner Biwajib al-Istihal, hymne liturgique relevant de la tradition romaine, orientale, roum orthodoxe, dédiée à la Mère de Dieu et œuvre du chantre et compositeur libanais Mitri Almour. L'intérêt de cette pièce est qu'elle représente à l'époque un nouveau corpus d'hymnes composés en langue arabe par des chantres levantins, en suivant les modèles mélodiques de la tradition musicale ecclésiastique romaine orientale de langue grecque, tout en respectant du point de vue rythmique la prosodie métrique quantitative de la langue arabe classique
et en implémentant certaines tournures de la tradition musicale artistique profane du Mashriq, rénovée dans le cadre de la renaissance culturelle arabe ou Nahda. Cette communication recourt à la théorie sémiotique modale pour appréhender ce métissage en tant que créolisation musicale qui opère entre deux dialectes traditionnels voisins, certes dotés d'idiosyncrasies grammaticales musicales spécifiques, dénommées ici allèles génétiques ou bien géniques musicaux, mais qui relèvent de la grammaire générative générale de la langue monodique modale commune. Pour le contexte historique, même si au cours des premiers siècles du christianisme, le répertoire musical liturgique romain oriental, Roum, se base pour une part importante sur la production liturgique en langue grecque et syriaque des pères des églises d'Antioche et de Jérusalem, cette influence s'estompe à partir du 8e siècle avec l'islamisation progressive du Levant. Au cours du 2e millénaire, les Roums orthodoxes des patriarcats d'Antioche et de Jérusalem chantent, aux côtés du corpus liturgique de langue grecque, des adaptations en langue syriaque et arabe de ce corpus. Mais à partir de la Nahda, des chantres levantins composent des œuvres originales en langue arabe qui obéissent aux normes traditionnelles modales du chant roum, tout en implémentant des normes stylistiques inférées de la tradition musicale artistique profane du Mashriq, avec une attention particulière accordée à la métrique prosodique quantitative de la langue arabe. C'est le cas de notre protopsalte Metri al-Mur, dont les adaptations liturgiques du grec à l'arabe font référence dans les paroisses libanaises et syriennes, et aussi chez les arabophones, et qui a eu une production discographique parallèle dans le domaine profane, avec des chants souvent patriotiques de facture proche de la tradition musicale artistique du Mashriq. Cette communication s'intéresse au mégalinaire Axionestin en grec ou bien Biwajib al-Istihal en arabe, hymne monostrophique de louange à la Mère de Dieu chanté dans la liturgie eucharistique après l'anaphore. C'est dans son adolescence que Metri al-Mur en compose une nouvelle mélodie dans le premier mode ecclésiastique et dans le style hymnologique lent, c'est-à-dire mélismatique, et ce à partir du texte original grec. Il en compose ensuite une deuxième version à la fois similaire et différente en arabe, qui est devenu l'un des chefs-d'œuvre de sa vie. Plus tard, il compose une courte hymne monostrophique mariale de style hymnologique rapide, c'est-à-dire syllabique, sur le texte liturgique Ya man hiya akramu mina cherubim. Il s'agit en fait d'une version condensée syllabique de ce mégalinaire précité, qui établit le pont entre celui-ci et le corpus des apolitiques à laquelle s'apparente cette courte hymne et que j'étudie dans ma thèse en général. Rappelons que les apolitiques sont des hymnes monostrophiques syllabiques simples de style hymnologique qui reflètent les strates archaïques de l'hymnographie roum par leur simplicité rythmico-mélodique. Créolisation musicale endogène. En adoptant le point de vue théorique de la sémiotique modale d'Aboumrad, cet article investigue les modèles grammatico-génératifs de cette composition musicale métissée qu'est le mégalinaire en arabe. Or, en transposant à la musique la tripartition saussurienne des phénomènes linguistiques, la musique peut être considérée comme un langage universel en tant que compétence humaine permettant de s'exprimer et de communiquer à travers des sons mélodiques organisés. Cette organisation se fait par le biais de 3 systèmes différenciés ou langues musicales, ou bien modales, ou bien pentatoniques, ou bien tonales, chacune étant dotée de dialectes. Quant à l'énonciation musicale, qui est la parole musicale, elle correspond à l'actualisation faite par une personne dans des circonstances spatio-temporelles déterminées. Ainsi, le métissage musical étudié est-il assimilable à un processus de créolisation musicale endogène qui opère entre les 2 dialectes traditionnels relevant de la langue commune des traditions monodiques modales, que sont 1. La tradition ecclésiastique roum de langue liturgique grecque, et 2. La tradition musicale arabe profane artistique de la Nahda. Cette hybridation aboutit à l'élaboration d'un dialecte créole qui est la tradition musicale ecclésiastique roum de langue liturgique arabe. La génétique musicale. Dans la transmission traditionnelle et dans les phénomènes de contact liés à la culturation, Nida Aboumrad propose d'identifier le noyau transmissif et génératif d'une tradition au génome musical de cette tradition, au dialecte musical.
L'information grammaticale générative sous-jacente portée par ce génome serait le génotype musical de cette tradition, qui en sous-tend le phénotype. Celui-ci s'identifie aux caractères grammatico-musicaux observables dans la surface des énoncés musicaux de cette tradition. Chaque caractère est encodé par un gène musical qui comporte plusieurs variantes ou allèles musicaux. Et l'expression phénotype du gène dépend de cette composition allélique même, qui est le résultat de la confrontation, ou bien d'allèles musicaux identiques, si c'est le cas de la transmission, ou bien d'allèles musicaux différents, si c'est le cas d'un métissage pour un même gène. L'hypothèse génétique de la créolisation musicale roum de langue arabe. De ce qui précède, nous proposons d'identifier la composition d'hymnes orthodoxes en langue arabe à une créolisation entre deux dialectes musicaux de la même langue modale, à savoir le dialecte traditionnel liturgique roum et le dialecte traditionnel artistique profane arabe du Mashriq. L'hypothèse proposée recourt à la métaphore génétique en identifiant la créolisation qui engendre le mégalinaire à un croisement génétique entre le dialecte traditionnel liturgique roum de langue liturgique grecque et le dialecte traditionnel artistique profane arabe du Mashriq. L'hypothèse consiste à supposer que le premier dialecte fournit un allèle codominant mélodique qui opère au double niveau des transformations inhérentes aux composants syntaxiques génératifs modales et des transformations relatives aux composants phonologiques génératifs mélodiques modales. Cet allèle est inhérent aux mélodies types des apolitikia, qui sont des hymnes monostrophiques du premier mode, et se retrouve pleinement dans l'hymne Ya man hiya akramu mina cherubim. Quant au second dialecte, il met en œuvre un allèle codominant mélodique qui a une inférence au niveau du composant syntaxique génératif modal et surtout un allèle dominant rythmique qui opère en croisement avec son homologue grec au niveau des transformations inhérentes aux composants morphophonologiques rythmico-mélodiques. L'allèle codominant mélodique se déduit du phénotype syntaxique des compositions vocales artistiques arabes de la Narda, tandis que l'allèle dominant rythmique est inhérent à l'inférence de la métrique quantitative de la langue arabe dans le rythme de toute composition vocale respectueuse de cette prosodie. La réécriture de l'Apolitikon des 40 martyrs de Sébaste, qui est pris comme exemple. Ici, c'est la notation nomatique. Je vais la chanter. Tasalidon ton agion nasi persu epathon visopithiti kyrie que pasa simonta sodinas ia se philanthrope deometha. Et voilà, c'est la transcription et la réduction nucléaire combinée justo et axac de l'Apolitikon. L'empreinte allélique mélodique du corpus des apolitica du premier mode est étudiée à partir de la réécriture morphophonologique rythmico-mélodique de l'Apolitikon. Cette réécriture prend en considération dans son composant morphophonologique rythmique l'inférence de la prosodie métrique qualitative maintenant de la langue grecque. Et voici le tableau qui analyse la composition métrique et le nombre des syllabes, les syllabes accentuées et tout ça. Et on a ici les 5 vers qui composent cet apolitikon. Et voilà un exemple de la réécriture transformationnelle seulement du premier vers qui est composé de 5 morphèmes. Les voilà ici. Et selon la réécriture, on aboutit finalement à la dernière ligne, à la réalisation phonologique réécriture qui n'est que la réécriture algébrique de la transcription hémique et qu'on peut lire facilement sans tenir compte de tout ce qui précède. La réécriture de l'hymne Ya man hiya akramu mina cherubim, voilà la notation nomatique et on entend كلمة الله يا من هي أكرم منا
يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم التي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا والدة الإله إياك نعظم. Voilà, c'est chanté par moi. يا من هي. Ici, c'est la transcription et la réduction syllabique et puis métasyllabique. L'allèle mélodique codominant de cet apolyticon se retrouve à l'œuvre dans cette version condensée syllabique du mégalinaire qui n'est autre que l'hymne Ya man hiya akramu min ash-cherubim et qui constitue un pont entre le mégalinaire arabe et le corpus des apolytica du premier mode. Cependant, cette pièce exprime l'inférence de l'allèle rythmique dominant du gène musical président au façonnage du rythme par la métrique prosodique quantitative de la langue arabe classique avec ses longues et ses brèves résultant de la quantité syllabique. Cela constitue une assise pour tout croisement entre mélodiation roum et métrisation arabe. Maintenant, on passe à la réécriture du muwashah, walladhi askara. Voilà. À ceci va se rajouter l'inférence de l'allèle mélodique codominant qui concerne le gène de la construction phonosyntaxique musicale et qui est propre aux compositions vocales de la tradition musicale artistique du Mashriq, notamment les muwashahat et en mode bayati. Le muwashah considéré ici comme ayant pu influencer Mitri al-Mur dans son façonnage syntaxique modal du mégalinaire a pour incipit walladhi askara. L'analyse est faite ici, elle est prise d'Aboumad à partir de l'interprétation du chanteur égyptien Cheikh Saïd al-Safti. La réduction nucléaire de cette monodie soulève un problème analogue à celui que soulève le mégalinaire, on va le voir tout de suite, pour ce qui a trait à l'octaviation et à la transposition de fonctions de finale à l'octave et transitivement à l'attribution des traits nucléaires distinctifs au degré ainsi transposé. C'est le cas des mesures 7 à 10, où l'on observe un renversement des fonctions, donc alpha devient bêta et vice-versa, et des traits nucléaires avec cette sorte de modulation provisoire en mode muhayyar dérivé de bayati, par transposition passagère de la fonction de finale du ré grave duka vers son octave muhayyar. Maintenant, on passe à la réécriture du mégalinaire dans sa version de langue liturgique grecque. On écoute une minute. C'est par le Mitri al-Mur lui-même. Alors, on passe à la transposition et aux réductions syllabiques et métasyllabiques. La morphologie rythmique de cette pièce est analogue à la base à celle de la politique sud-écrit, la différence consistant dans le remplissage formulaire mélismatique de nombreuses syllabes du mégalinaire, procédé qui ne s'observe pas dans la mélodiation pneumatique de la politikion. On passe à la réécriture du mégalinaire dans sa version en langue arabe. Et voilà, on entend ici. واجب الاستئهال حقا نغبط والدة الإله الدائمة البرية
إلهنا يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع et ainsi de suite. La morphologie rythmique de cette pièce est analogue à la base à celle de l'hymne Ya man hiya akramu min ash-sharubim, tout de même, et à celle du muwashah en raison de l'inférence de la métrique quantitative syllabique de la langue arabe dans cette morphologie. La différence consistant dans le remplissage formulaire mélismatique comme précité de nombreuses syllabes du mégalinaire, procédé qui ne s'observe pas dans la mélodiation pneumatique de la politique. La phonosyntaxe modale de cette pièce procède d'une manière analogue à celle du muwashah en mode dayati, avec des renversements de fonctions et de noyaux lorsque le chant change de registre, comme dans les mesures 21 jusqu'à 28 et 34 jusqu'à 36. Cette étude, qui est détaillée dans ma thèse, confirme l'hypothèse génétique musicale ici proposée de l'inférence d'allèles géniques, mélodiques et rythmiques dans l'élaboration de la version en langue liturgique arabe du mégalinaire de Mitri al-Mur, qui croise ces allèles en affirmant la dominance de l'allèle rythmique inhérent à la métrique prosodique de la langue liturgique arabe et la codominance des allèles mélodiques provenant de la tradition roum de langue liturgique grecque et de la tradition artistique arabe profane. Ce qu'il convient de souligner au final est l'usage de ces changements de registre avec des renversements de fonctions et de traits nucléaires qui étaient l'apanage de la tradition musicale artistique profane arabe et qui se retrouvent à présent dans ce mégalinaire et de plusieurs autres œuvres de style mélismatique de Mitri al-Mur et des autres compositeurs levantins de chants ecclésiastiques, roum de langue arabe, comme si les pectases propres à la mélodiation mélismatique s'accompagnaient chez ces protopsaltes d'importants envols mélodiques dans le registre des anges. Je vous remercie. Je remercie M. Ourani pour cette belle communication et pour cette conclusion. Donc, on arrive à la fin de notre séance. Alors, je vais peut-être faire une remarque qui va paraître très, très décalée par rapport à cette science extraordinaire qui a été présente dans les 3 communications. Il y a quelques années, on discutait de ces travaux publiés magnifiquement par le docteur Nida Aboumrad, et je lui avais dit à l'époque, pour mes étudiants et étudiantes, ce serait bien qu'on applique directement ces analyses à des répertoires, notamment, je pensais aux monodies médiévales, et je vois que c'est ce qu'il a fait aussi avec son équipe, et du coup, on a une application très intéressante de ces théories. Mais en regardant toujours vos communications, il y a beaucoup de formules qui me dépassent un peu, je dois dire, mais qui sont absolument nécessaires. Et j'ai l'impression de voir un peu le back-office d'une théorie et d'analyse qui pourrait être, j'allais dire, donnée dans une sorte d'interface plus accessible, si je peux me permettre, dans le cadre de ce qu'on appelle ici à Sorbonne Université la science ouverte. Donc, je pense que l'étape suivante maintenant serait de pouvoir transformer un peu tout ce langage scientifique hyper précis. Et on reconnaît bien ici la formation médicale du docteur Nida Aboumrad. Et vraiment, chaque mot est pesé et recherché, donc ce n'est pas du tout une critique, au contraire. Hein. Et maintenant, une application au répertoire, ce qui est une bonne étape. Et maintenant, il faudrait, pour essayer de fédérer plus de personnes autour de ces travaux,
il faudrait qu'on arrive à trouver une sorte d'interface de front office pour que disons, certaines procédures un peu automatisées se fassent pour ces analyses avec des résultats qui soient dans un langage plus accessible. Je donnais souvent à mes collègues la démarche des historiens de l'art, hein, puisqu'on a aussi une UFR d'histoire de l'art à Sorbonne Université, où ils réussissent à avoir un langage entre, j'allais dire, les plans d'architectes, etc., et puis la manière dont on peut décrire et présenter, j'allais dire, à un public plus large ces résultats. Voilà, c'était un peu. Medida connaît bien mon point de vue et je pense qu'on peut aussi avancer. Et là, je pense que pour nous, en tout cas à Sorbonne Université, ça devient un enjeu de plus en plus important de ce qu'on appelle la science ouverte. Voilà ce que je voulais dire pour terminer. Peut-être je peux donner la parole à Nida. Je pense que là, on doit clore pour la pause déjeuner, c'est ça? Oui, pour la pause déjeuner, mais je voudrais enchérir ce que vous avez dit tout de suite. En fait, oui, cette question de science ouverte, nous y pensons tout le temps, la question de la divulgation et simplifier un peu ces notions pour pouvoir les faire passer. Mais concernant l'automatisation, en fait, nous aurons une séance demain avec l'intelligence artificielle et il y a une automatisation qui est faite à base d'intelligence artificielle de cette sémiotique modale. Donc, on a commencé à travailler à cela. Et donc, avec nos collègues du laboratoire Ticket à l'Université Antonine, mais c'est sûr que qu'il faut pouvoir faire passer ces équations et toutes ces élucubrations qui peuvent paraître un peu spéculatives, pouvoir les faire passer auprès d'un public un peu plus large et ces informations pourront être saisies et mises à profit ultérieurement dans d'autres cadres. Moi, je rêve que nous puissions faire appliquer cette méthode d'analyse à plus de répertoires médiéval européens. Donc, comme là, on a commencé, donc ce serait pas mal si on pouvait le faire. Voilà, c'est ça. Mais merci beaucoup.